Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. J'ai encore le plaisir une nouvelle fois de vous accueillir, vous apprenants de saisie dans notre amphithéâtre de Saisie Nanterre et tous ceux qui nous regardent à travers le lien live. Nos partenaires, tuteurs, nos autres centres, 25 centres saisis en France. En particulier, je pense à notre région d'Orléans, notre centre d'Orléans. Bonjour à tous. Et je rappelle un petit peu, les causeries, c'est quoi ? C'est des conférences présentées tous les mardis de 13h à 14h de fin octobre à fin avril. On est à la 10e saison. Rendez-vous compte, 10e saison avec 25 causeries en moyenne par an. Ça fait un nombre de thématiques qu'on vous a proposées depuis ces dernières années quand même impressionnant. Vous avez la possibilité et la grande chance de retrouver les 4 dernières saisons, donc environ une soixantaine, 70 causeries sur la chaîne YouTube Saisie. Je vous invite grandement à aller voir ce qu'on vous propose sur la playlist Les causeries saisies. Quelque chose, un outil pour vous. Vous allez vous instruire sur plein de sujets différents. Et puis comme ça, de pouvoir interagir de façon toujours plus intéressante avec vos réseaux personnels et professionnels. L'idée, les causeries saisies, ce n'est pas des cours, évidemment, puisque c'est pour un public varié, divers, pas que pour les apprenants. On est là pour vous apporter des connaissances sur une thématique, pas de recherche, pas trop expertise. On est là pour vous donner des clés pour comprendre, pour réfléchir et vous donner l'opportunité, évidemment, d'aller chercher plus loin si cette thématique vous intéresse particulièrement ou tout du moins avoir un minimum de connaissances dans les différentes conversations que vous pourriez avoir et interactions pour vous démarquer. Parce que l'idée, c'est ça, la curiosité est source de richesse. C'est ça qui fera de vous un meilleur professionnel et un meilleur citoyen plus tard. Allez chercher les informations. Cultivez-vous, rencontrez, échangez. C'est la base de tout. Donc merci à vous et puis je rappelle le lien gratuit pour suivre ça quand vous n'êtes pas là, vous qui êtes là aujourd'hui, mais ceux qui nous suivent, gratuit, diffusable, unique pour toute la saison. Retrouvez ce lien donc sur soit m'envoyer un mail à causerie@saisie.fr, soit sur les réseaux, soit pour les apprenants auprès de vos pilotes. Donc comme je vous disais, on touche beaucoup de thématiques différentes grâce aux causeries. Aujourd'hui, on va parler de numérique responsable, de sobriété numérique, toujours des thèmes d'actualité qui, à première vue, peut dire ouais, c'est pour les informaticiens. Mais non, bien sûr que non. On est sur une thématique transverse et vous allez, vous, jeune génération qui êtes là, le découvrir ou en tout cas vous le confirmer au fur et à mesure de vos années. Vous le savez, c'est une thématique phare de votre génération en tout cas. Donc on est là pour écouter Pierre-Antoine Arvois. Merci à lui d'être là, vous pouvez l'applaudir. Première fois pour lui sur les saisons Les Causeries. Il représente donc Olomea par contre avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années. Avec Christine Ebadi, Olivia Blanchon, merci à elles pour leur implication depuis plusieurs années sur des thématiques diverses et variées. Et aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir Pierre-Antoine qui est vraiment spécialiste du domaine et qui va vous apporter, j'imagine, tous les outils de réflexion qui vous seront nécessaires. Merci à lui et je vais lui laisser la parole. Je vous laisse en sa compagnie. N'hésitez pas pour les questions. Donc je le rappelle, dans la salle, vous levez la main à peu près à 50 quand Pierre-Antoine aura fini sa présentation. Et pour ceux qui nous regardent, envoyez vos interrogations à causerie@saisie.fr, causerie@saisie.fr, et je me ferai porte-parole de vos questions. Merci à tous. Bonne causerie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci Héloïse pour la présentation. Donc je m'appelle Pierre-Antoine Arvois. Je travaille chez Olomea. Et donc, on va parler aujourd'hui de numérique responsable. Alors, peut-être juste pour avoir une idée de qui est dans la salle, je voudrais savoir si vous pourriez lever la main ceux qui travaillent spécifiquement, qui étudient sur les sujets de numérique ou qui donnent des cours sur le sujet. Levez la main plus haut parce que là, on ne voit rien. S'il vous plaît. Donc, levez, on ne va pas vous manger. Donc, on est sur une vingtaine. Une vingtaine de personnes. Ok. Très bien. Et parmi vous, que vous travaillez sur le numérique ou non, qui a déjà entendu le terme de numérique responsable ? Pareil, est-ce que vous pouvez lever la main ? On a à peu près la même proportion, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes, j'ai l'impression, donc c'est intéressant. Ok, donc une partie d'entre vous avait
déjà entendu parler de ça. Donc on va aller un peu plus dans le sujet. Donc Holomea, comme je vais y revenir très rapidement. Donc nous, on a un cabinet de conseil, on accompagne des organisations dans leur transformation. Donc en gros, on les accompagne à réussir des projets complexes. Et donc moi, je travaille spécifiquement sur le numérique responsable. Donc j'accompagne des organisations et je donne aussi des formations dans des écoles d'ingénieurs ou d'informatique. Donc on va parler de numérique responsable dans cet ordre-là. On va prendre d'abord un petit peu de recul et faire un tout petit peu d'histoire, mais c'est important avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on parlera un peu des impacts du numérique actuel. Ensuite, je vous présenterai le numérique responsable et en quoi c'est très utile dans le contexte actuel. Et après, on essaiera aussi d'aller un peu plus loin et de se poser la question du numérique de demain. À quoi ça peut ressembler, quels enjeux, quelles difficultés, quelles problématiques on va faire face. Et enfin, on fera une petite conclusion avant les questions. Donc, un peu d'histoire, un peu de contexte. Donc, en fait, on repart vraiment au début de l'histoire de l'humanité. Avant l'humanité, il y avait déjà cette planète Terre, il y a quelques milliards d'années. Donc on l'appelle biosphère. En fait, on peut le considérer comme un écosystème vivant avec plein d'interactions qui créent un équilibre qui n'empêche pas une certaine une instabilité entre guillemets. Donc c'est-à-dire que c'est pas un équilibre en tant que tel. Excusez-moi. C'est donc un équilibre qui est mouvant. C'est ça le terme que je cherchais. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses des échanges en permanence entre les êtres vivants, etc. Donc nous, les hommes, on est arrivés il y a quelques centaines de milliers d'années, en tout cas les Homo sapiens, c'est 300 000 ans, et on était plutôt des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on on était un animal parmi les autres animaux. Donc on n'avait pas un impact extrêmement important à cette époque-là. On était dans le monde sauvage et on faisait partie de ces animaux. Ensuite, il y a 12 000 ans, donc environ 9 000 ans avant Jésus-Christ, on a inventé l'agriculture. Donc on a commencé à se sédentariser et à ce moment-là, en fait, ça a été une énorme bascule dans notre façon d'appréhender le monde parce que c'est le moment où on a commencé à le maîtriser. Donc on est sorti de notre statut de chasseur-cueilleur animal parmi les autres animaux et on a commencé à maîtriser, c'est-à-dire à se servir des animaux et à maîtriser une partie de l'agriculture pour pouvoir répondre à nos propres besoins, donc pour notre propre bénéfice. Donc ça, c'est une bascule qui est extrêmement importante. Et donc voilà, les choses ont évolué et jusqu'en 1850, et là il y a une autre grosse bascule. C'est la révolution industrielle qui en gros signifie le début de l'exploitation à très grande échelle des énergies fossiles. Donc ça a été une énorme bascule dans le sens où jusque les années 1850, on utilisait de l'énergie grâce à la biomasse et au bois. Et en fait, à partir du moment où on a découvert les énergies fossiles, on a pu faire une explosion de nos activités, des transports, on a inventé plein de machines, etc. L'agriculture, on a amélioré la santé également. Et donc, comme on peut le voir, à partir de 1950, donc en gros, avant 1950, on a la découverte du charbon, du pétrole, le gaz qu'on appelle gaz naturel, qui est aussi un dérivé du pétrole. Mais à partir de 1950, pourquoi c'est en rouge? En fait, c'est le début de la grande accélération. La grande accélération, c'est l'après-guerre, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, où comme on peut le voir sur ce graphique des énergies primaires, on a une explosion à grande échelle de tous les indicateurs, c'est-à-dire que la population mondiale va croître de manière très importante. Et donc les énergies, comme vous pouvez le voir, mais je vous montre d'autres indicateurs. Donc la population urbaine, en fait, c'est l'exode rural où on ramène énormément de personnes dans les villes pour faire de l'industrie, pour créer plein d'objets.
Et en fait, ça nécessite énormément de ressources. Donc on peut voir par exemple la consommation d'eau. Donc, comme je vous disais, les transports qui explosent, le tourisme, la consommation d'engrais aussi dans l'agriculture, les engrais dérivés de pétrole. L'explosion du PIB, on va en parler juste après. Donc c'est à partir de là où en fait l'humanité a commencé à avoir un impact extrêmement important sur la planète, sur la biosphère que je vous présentais tout à l'heure. Et on appelle du coup cette période très récente, il y a certains scientifiques qui sont posés la question en fait, du fait de toutes nos activités, ce qu'on appelle la technosphère, c'est-à-dire tous les objets que l'on a créés, nous les humains, ça peut être des bâtiments, ça peut être des routes, tous les objets qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, le poids de cette technosphère est plus important que celui de la biosphère. C'est-à-dire que ça se compte en trillions de tonnes, je ne veux pas dire de mauvais chiffres, mais à partir de 2020, il y a eu cette bascule-là. L'humanité a créé plus d'objets que le poids du reste de la biosphère, donc c'est quand même extrêmement impressionnant et évidemment sans précédent dans l'histoire de notre planète. Et donc là, ce schéma que je vous présente ici, alors il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'on voit les époques géologiques. Donc c'est peut-être un tout petit peu complexe, mais en gros, les hommes sont apparus à partir de cette époque-là. Et du coup, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le fait d'avoir cette technosphère et cet impact aussi important sur la biosphère, il y a des scientifiques qui l'ont appelé anthropocène, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle ère géologique à cause de nos activités. Donc il faut bien comprendre qu'une ère géologique, c'est du temps, c'est sur des milliers, dizaines de milliers d'années. On était jusqu'ici dans l'Holocène, donc, qui a commencé il y a 10 000 ans. Donc si en si peu de temps, on a réussi, je dis réussi avec de gros guillemets, mais en tout cas, on a un impact tel qu'on peut considérer qu'on a créé une ère géologique. Donc si un jour on creuse dans les sols, etc., on découvrira qu'il y a énormément de choses qui viennent de notre époque, des objets, etc., qu'on pourra retrouver de la technosphère. Donc tout ça, ça a évidemment un impact. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des limites planétaires, en tout cas pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique qui est important, donc c'est extrêmement important d'en parler, on en entend beaucoup parler, c'est très très important. Mais comme on peut le voir ici, le réchauffement climatique, c'est une des limites planétaires qui nous permet aussi, et du coup ces limites, si on les dépasse, ça nous fait sortir d'un espace sûr. En fait, on crée un déséquilibre. Donc, comme je vous disais, la biosphère, c'est un équilibre. On crée des changements tellement importants que ça crée des déséquilibres qui vont avoir des impacts sur les écosystèmes et qui sont, donc quand on sort de ces limites, donc en rouge ici, on sort de cet espace sûr pour l'humanité et pour la biodiversité, ce qui pose des conséquences qu'aujourd'hui on a du mal encore à identifier, à part que ça rend les choses plus compliquées comme vous le savez. Donc ces limites planétaires, donc on peut voir, il y a la question de l'eau, il y a aussi la question des usages des sols, donc à quel point les sols restent fertiles ou pas. Évidemment la question de la diversité de la biodiversité. Si on manque de diversité d'espèces animales, forcément on a moins enfin, la nature est extrêmement importante pour apprendre, même pour se soigner, etc. Donc si on tue énormément de biodiversité, on se retrouve avec des problèmes. Et puis c'est la question de la chaîne alimentaire dont on a tous entendu parler en SVT au collège. Donc il y a la question des océans, etc. Donc on ne va pas toutes les refaire. Pour compléter un petit peu cette vue qu'on avait là, donc comme on a pu le voir aujourd'hui, donc nos activités, les activités humaines créent un énorme déséquilibre sur la planète. Et pour autant, on a malheureusement encore beaucoup d'inégalités et beaucoup de gens qui n'accèdent pas à leurs besoins essentiels, c'est-à-dire avoir de l'eau potable, manger à leur faim, pouvoir se déplacer ou accéder à de l'information. Donc en France, on est relativement privilégié, mais en revanche, dans le monde, il y a énormément de personnes qui souffrent au quotidien.
Donc là, en fait, cette image, ça vient du livre La théorie du donut, que vous voyez juste à droite. C'est une économiste qui l'a rédigé. Et donc, elle a rédigé ce schéma qui est intéressant parce qu'il rassemble un petit peu pas mal de choses assez complexes en une image. Donc, on peut voir justement, donc, à l'extérieur, ce sont les limites planétaires que je vous ai présentées juste avant. À l'intérieur, en rouge, correspond en fait à un manque pour une certaine partie de la population. Donc, ça peut être un manque de nourriture. Alors, je suis désolé, c'est en anglais. Des problèmes de justice et de paix, des problèmes d'équité sociale, etc. Donc ça montre en fait qu'on est à la fois en train de détruire en partie, ou en tout cas déséquilibrer les écosystèmes, ce qui nous met en danger, et en même temps on n'arrive pas à répondre aux besoins de tous. Donc on se dit c'est quand même, il y a quand même un double problème. Et donc ce qu'on voit en vert au milieu, c'est ce qu'elle appelle le donut, et ça serait en fait la zone dans laquelle l'humanité devrait vivre pour pouvoir être dans un espace sûr et qui bénéficie, mais qui réponde bien aux besoins de tous. Donc en fait, quand on parle de transition écologique et sociale ou développement durable, il y a plein de mots de ce type-là. On peut le représenter comme ça serait en fait réussir à créer une société où tout le monde vit dans cette zone, dans cette zone sûre et équitable. Donc comme je vous disais, on a tendance à on détruit de par nos activités humaines les écosystèmes sans répondre aux besoins de tous. Donc on peut se poser à ce moment-là la question qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on en est arrivé là. Et donc il y a deux choses essentielles à comprendre. C'est que pendant très longtemps, on a pensé que le monde était exploitable à l'infini, parce que à la base, on était des chasseurs-cueilleurs, donc le territoire était énorme. Même après, on a découvert l'Amérique, etc. Mais jusqu'à peu de temps, en fait, le monde nous semblait un petit peu infini. Et l'exploitation qu'on en faisait, finalement, c'est à partir finalement de 1950, mais le temps qu'il y ait les impacts vraiment négatifs, c'est arrivé assez récemment. On s'en rend compte que depuis peu, finalement, que le monde est fini et que nos activités ont une conséquence vraiment importante. Donc ça, c'est une idée assez nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on a vachement privilégié la croissance économique dans le sens faire augmenter le PIB, le produit intérieur brut, donc qui est la somme de richesse d'un pays. Sauf que c'est un critère donc, qui a été inventé pendant le XXe siècle aux États-Unis. Mais en fait, le problème de ce PIB, c'est qu'il est extrêmement réducteur, parce qu'en fait, donc ça additionne la somme des richesses, mais c'est un peu comme une calculatrice avec un seul plus. Et à partir du moment où il y a un transfert économique, on va considérer que c'est du positif, en tout cas que c'est du plus pour le PIB. Donc ce qui se passe, c'est que si demain je me casse le bras en trottinette électrique, que je vais à l'hôpital, forcément ça va avoir un coût pour la société et ça va faire augmenter le PIB. Alors que c'est une activité qui, a priori, n'a servi à personne, au contraire, ça n'a pas forcément été très agréable. Donc ça, c'est juste un exemple, et on peut aussi prendre plein d'exemples d'activités qui sont très utiles pour la société, qui ne sont pas pris en compte dans le PIB. Par exemple, aller jouer au parc avec ses enfants. Alors il n'y en a peut-être pas beaucoup ici qui ont des enfants, mais je prends cet exemple-là qui parle à tout le monde. Donc aller jouer au parc avec ses enfants, a priori, si le parc est gratuit, il n'y a pas de transfert économique, et donc on n'augmente pas le PIB, alors qu'on permet à l'enfant de grandir, on lui donne de l'amour et potentiellement on l'éduque. Donc ça permet c'est une activité essentielle à la société, qui n'est pas prise en compte par la croissance économique et donc l'augmentation du PIB. Et également, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le PIB ne prend pas en compte les inégalités. Donc on peut avoir un pays où, imaginons, toutes les activités augmentent de 10% et tout le monde est content. Sauf qu'en fait, peut-être que cet argent-là, il est capté par une partie de la population. Donc il y a peut-être une autre partie de la population qui a du mal à se nourrir, pendant que d'autres sont très bien lotis. Donc
Voilà, on voit là, je vous ai donné trois exemples qui montrent que le PIB, c'est pas une fin en soi et que ça devrait pas être un objectif de société. Et malheureusement, c'est trop souvent mis en avant, alors qu'on pourrait créer plein d'autres critères, plein d'autres objectifs qui seraient souhaitables pour tout le monde. Donc voilà, par rapport à ça, il y a vraiment deux choses. C'est changer notre rapport au vivant, notre rapport au monde, et sortir de cette idée qu'on peut l'exploiter à l'infini. Une idée un peu qui a commencé, comme je vous le disais, à l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans, sauf que c'était assez léger par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec nos moyens technologiques, etc. Et donc déterminer de nouveaux objectifs. Donc ça peut être par exemple imaginer, augmenter l'éducation. Voilà, on est dans une école d'ingénieurs, ça vous parle. On pourrait avoir les critères de santé, voilà, augmenter la santé de notre population, et également de la biodiversité. Peut-être essayer d'avoir des indicateurs sur le taux de biodiversité localement ou nationalement, et que ce soit ces critères-là qu'on essaie de faire croître, et pas forcément regarder le PIB. Donc, pour pouvoir modifier un petit peu c'est un grand changement de société, un grand changement dans les mentalités et dans les façons de faire de tous les jours. Donc je dis pas que c'est facile, évidemment, ça va prendre du temps, mais tout le monde doit agir et a un rôle à jouer dans ce changement. Donc ça doit être les politiques publiques qui ont un rôle. Là, je vais passer très rapidement, mais voilà, si on prend l'exemple du vélo, de la mobilité, par exemple. Il faut favoriser la mobilité durable, donc ça va être créer des infrastructures, des pistes cyclables, ça va être peut-être financer, subventionner l'achat d'un vélo pour que les gens puissent ou changer leur voiture, revendre leur voiture, etc. Interdire les pratiques nocives, légiférer, donc les politiques, que ce soit localement ou nationalement, elles ont surtout nationalement la possibilité d'interdire certaines pratiques nocives. Et on voit que ça peut faire débat, par exemple dans l'agriculture, dans plein d'autres domaines. Ensuite, il y a les organisations qui ont un rôle super important parce qu'elles sont le cœur de l'économie, et donc elles ont la responsabilité de réfléchir à d'autres modèles économiques qui seront plus responsables et qui nécessitent moins l'exploitation du coût de ressources, donc toujours plus de production, de consommation. C'est un cercle un peu vicieux, donc il faut qu'elles se posent des questions, et il y a plein d'autres moyens de faire du commerce qui ont émergé et qui sont en train d'être mis en place par les organisations. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. J'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais si ces termes, si vous avez des questions, on pourra en parler à la fin. Et enfin, donc, les citoyens. C'est essayer de consommer moins mais mieux. Remettre en question ses besoins pour essayer éviter de rentrer dans cette surconsommation. Et également, on a le pouvoir de voter. Donc, les politiques publiques, en théorie, sont censés représenter la population. En tout cas, l'idée, c'est que vraiment tout le monde doit agir, et qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent dans tous les domaines. On va se concentrer sur le numérique aujourd'hui, mais que c'est des changements à faire dans tous les domaines. Et du coup, le numérique, dans tout ça, donc le numérique, c'est un outil super puissant pour modifier la société. Dans le sens où il peut accélérer les changements. Donc on va le voir qu'aujourd'hui c'est pas forcément je vais pas spoiler, mais donc deux choses. Donc le numérique permet d'accélérer les processus qui pourraient être opérés, et aussi le numérique a permis aussi de connecter, donc là c'est plus l'aspect entre guillemets philosophique, mais a permis de connecter le monde pour la première fois depuis peu. Donc aujourd'hui, on peut être à l'autre bout du monde. On a vraiment ce sentiment de ne faire qu'un. On a eu, grâce aux technologies aussi récemment, la possibilité de voir la Terre. Donc on voit bien qu'on fait tous partie finalement de cet écosystème qui est relativement fragile. On est en train de s'en rendre compte. Et le numérique a ce côté-là, philosophiquement, de nous connecter tous les uns et les autres à travers la planète. Donc là, on va rentrer plus dans les enjeux du numérique. Donc en fait, pendant très longtemps, la transition écologique, on s'est dit le numérique, c'est clairement un atout majeur pour la transition écologique. Et du coup, on a même eu tendance à faire, au lieu de la transition écologique, plutôt de la transition numérique,
parce qu'on s'est dit, bon, on va tout dématérialiser, c'est génial. Et par exemple, j'ai une anecdote d'une chercheuse du CNRS que j'avais écoutée dans une conférence il y a plusieurs années. Elle disait qu'elle avait commencé à s'intéresser à la question de l'impact écologique du numérique et qu'en fait, pendant, je pense, au moins une dizaine d'années, tous ses collègues ne comprenaient pas ce qu'elle faisait, pourquoi elle travaillait sur ce sujet-là, parce que c'était tellement évident que le numérique était quelque chose de écologiquement très positif, que même des gens très compétents, très à la pointe, ne comprenaient pas qu'une personne, une de leurs collègues se penche sur le sujet. Et c'est que depuis, je pense, fin des années 2010, fin 2015, que ce sujet est devenu vraiment, commence à être conscientisé. Et aujourd'hui, on est en train de voir vraiment la bascule se passer. Donc, je vais du coup on va voir un petit peu les soucis qu'on a un peu sous-estimés. Parce qu'aujourd'hui, avant de rentrer dans le détail, mais donc le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc 4%, c'est plus que l'aviation civile. Donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et surtout, c'est le domaine qui a la plus forte croissance d'émissions par an. Donc c'est plus 7% par an, entre 6 et 8. C'est toujours difficile d'avoir les chiffres exacts. Mais c'est en tout cas le domaine qui a le plus progressé ces dernières années. Donc je vous rappelle les objectifs. On a les accords de Paris. L'objectif, c'est de diviser par 2 notre empreinte écologique mondiale. Donc c'est réduire de 5% par an nos empreintes au global. Le numérique, c'est plus 7% par an. Donc ça peut poser question. Donc c'est l'équivalent de 3 pays comme la France en termes d'émissions pour vous représenter. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et donc comment on est passé de cette idée que le numérique, c'était forcément un atout à des résultats comme ceux-ci? Il y a 2 soucis. Le premier, c'est qu'en fait, le mythe de l'immatérialité du numérique c'est un mythe. Le numérique est en fait très matériel. Il y a énormément, évidemment, les appareils qu'on utilise au quotidien, également tous les centres de données, les data centers, tout le réseau. Donc on a des câbles à travers la planète, sous les océans qui permettent de transférer les données. Et donc tout ça, pour fabriquer tout ce matériel, faut de l'eau, il faut des énergies, il faut beaucoup de ressources. Notamment l'exemple pour une puce électronique de 2 grammes, il faut déplacer environ 32 kg de matière première. Donc ça compte l'eau et toutes les terres qu'on va extraver pour récupérer des matériaux, des métaux, etc. Donc c'est très matériel comme on peut le voir ici en France. Donc c'est des chiffres récents. On a environ 800 millions d'appareils. Donc ça peut être, comme on le voit, 59 millions d'ordinateurs portables, 70 millions de smartphones, à peu près autant de télévisions. Après, il y a aussi une grande partie qui sont des objets connectés. Donc les objets connectés sont évidemment plus petits et ont moins d'impact individuellement. Mais c'est quand même des chiffres impressionnants, 39 milliards dans le monde. Voilà, quand on voit ce genre de chiffres, on ne se dit pas ouais, le numérique, c'est quelque chose d'immatériel. Encore plus si on regarde dans le détail. Si on regarde un smartphone un peu lambda, c'est plus de 50 métaux différents, dont des très rares. Et voilà, on va pas faire la liste, mais il y a une grosse partie du tableau. Donc on a vu que le numérique était très matériel, et ça c'était vraiment un phénomène qu'on a longtemps sous-estimé. Et le second, c'est l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est pas propre au numérique, c'est quelque chose d'assez connu. C'est simplement que quand on diminue les coûts, donc par notamment le progrès technologique, on va optimiser. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de Moore, qui a permis de faire des progrès énormes sur les semi-conducteurs et du coup les performances de nos machines, etc. en termes de calcul. Donc techniquement, on a énormément amélioré les choses. Cependant, en fait, quand on a des gains de coût d'efficacité, on a tendance à augmenter les usages. Et du coup, on ne réduit pas au final, on augmente les usages. Et même parfois, on crée de nouveaux usages. Et donc ça fait qu'à la fin, au final, on a plus d'impact qu'avant le progrès technique. Donc c'est quelque chose de naturel qui se passe dans tous les domaines. Je peux vous donner un exemple très rapide. Si vous avez une voiture qui consomme du 10 litres au 100, qu'il y a une amélioration technique
qui fait que ça passe de 5 litres au 100. Et bien, peut-être que soit vous faites le même parcours et vous consommez moins et du coup vous gagnez de l'argent, entre guillemets, vous économisez. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous déplacer plus loin ou plus souvent. Donc, vous pouvez aller voir vos parents plus souvent, vous allez partir en vacances plus loin parce que vous en avez les moyens grâce au progrès technique. Donc ça, c'est un exemple d'effet rebond assez classique. Comment ça se matérialise en numérique? C'est cette courbe-là. Donc, je vous parlais de la loi de Moore qui est une augmentation exponentielle des capacités techniques. Donc on pourrait se dire que l'impact, etc. va diminuer, sauf qu'en fait, à cause de l'effet rebond, nos usages augmentent énormément. Donc là, c'est la courbe du trafic des données. Donc on voit, je ne sais pas en quelle année en moyenne vous êtes né, mais si vous avez une vingtaine d'années, vous êtes né à cette époque-là. Donc sur cette courbe, c'est pratiquement invisible. Et en fait, on voit une courbe exponentielle des données. On a un temps qui a passé sur Internet qui a explosé. Et donc, pour mener aux impacts, aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc là, on a parlé d'impact écologique, mais aussi les impacts sociaux qui sont non négligeables, voire très importants dans certains pays. Donc quand on fabrique des appareils, etc., en fait, ça nécessite du coup des métaux dont je vous parlais. Et malheureusement, c'est produit dans des pays où parfois les conditions sont extrêmement révoltantes, ou des pays parfois en guerre, avec des personnes du coup, qui travaillent, qui sont exploitées de manière extrêmement odieuse. Donc là, on peut voir des exemples. Que ça soit du coup au début de la chaîne donc, de fabrication, ça peut être aussi les chaînes d'assemblage, etc., de téléphones ou d'appareils, mais aussi sur la fin de vie des produits. En fait, énormément de nos appareils finissent dans des décharges sauvages et qui sont en grande partie gérés par des réseaux mafieux. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit moins, en tout cas en France, mais qui sont extrêmement importantes dans le monde. Et il y a aussi des impacts sociaux qui peuvent être négatifs. Alors le numérique apporte énormément de choses, mais il y a aussi, on se rend compte, avec les usages qui augmentent, de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt et de plus en plus partout dans nos vies, il y a aussi des phénomènes qui peuvent être négatifs. Donc on peut parler de la sédentarité, on bouge moins, etc. L'anxiété, notamment qui peuvent être dues à certaines applications, certains usages en particulier. Voilà, des phénomènes d'addiction dont on n'est pas tous égaux, devant lesquels on n'est pas tous égaux. Et potentiellement, on peut avoir parfois l'impression de perdre du temps. Donc il y a aussi la question du temps de cerveau disponible, on y reviendra tout à l'heure. Mais si on extrapole un petit peu, une société où tout le monde passe son temps tout le temps sur Internet, sur les réseaux, etc., c'est moins de temps d'échange, etc. Ça pose des questions sur notre comportement individuel et collectif. Et du coup, donc le numérique, on en voit, donc, comme je disais, de plus en plus. Donc là, j'ai mis quelques exemples qui peuvent sembler un peu absurdes, avec les frigos connectés ou des écrans de pub numériques dans les toilettes. Donc si on en arrive là, c'est aussi parce qu'il y a une méconnaissance du coup des impacts écologiques et sociaux dus à la fabrication de tous ces écrans. Et donc en fonction des scénarios donc je n'ai pas le temps de tout développer, mais en fonction donc là ce schéma là, ça vient d'un rapport de l'ADEME ARCEP qui a réfléchi, qui s'est basé sur 4 scénarios différents pour que la France devienne neutre en carbone d'ici 2050. Et ils ont regardé sur chacun des scénarios quelle était la place du numérique et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement pour le numérique. Donc si on fait par exemple le scénario du pari technologique, ça voudrait dire qu'on a 14 fois plus de numérique en France, d'appareils électroniques qu'aujourd'hui. Donc beaucoup d'IoT quand même, d'objets connectés, mais ça fait beaucoup. Alors qu'il y a l'autre scénario tout à gauche, on arriverait à diviser par 2 l'usage du numérique, donc c'est le scénario de génération frugale. Donc c'est... Excusez-moi, vous le voyez pas ici, non c'est bon. Hop. Et donc si on garde ces mêmes scénarios, on voit que dans le temps, d'ici 2050, en fonction, donc évidemment il peut y avoir d'autres scénarios, mais sur ceux qui ont été imaginés, le numérique pourrait faire x5 en termes d'impact écologique ou divisé par 2.
donc tout à gauche. Donc je vais vous parler de numérique responsable. Là, l'objectif jusque-là, c'était de vous expliquer un petit peu pourquoi le numérique responsable est en train d'émerger, pourquoi ça semble être une solution qui s'impose. Et donc, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? En fait, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que c'est un objectif qu'on n'atteint jamais complètement, mais on reboucle et on essaie de l'améliorer en permanence, qui vise du coup à diminuer l'empreinte écologique du numérique et d'améliorer l'impact, d'augmenter l'impact social. Vous avez certainement entendu parler de certains termes en anglais, en tout cas ils sont assez populaires, surtout Green IT. Parfois on entend aussi parler de IT for Green ou de IT for Good, où ce sont des termes qui sont reliés au numérique responsable. Je regarde juste le temps. Okay. Je vous montre quelques propositions et vous allez essayer de deviner laquelle de ces propositions est vraie. Donc, il y en a 2 de fausses, une seule de vraie, je vous les affiche toutes. Et vous pouvez le faire en ligne aussi, vous essayez de réfléchir à ce qui vous semble être la bonne réponse. Donc, soit, première possibilité, est-ce que les centres de données pour vous représentent le plus gros impact écologique, notamment plus que les terminaux et l'ensemble du réseau? Est-ce que la population française n'a pas utilisé Internet, 5% de la population française n'a pas utilisé Internet au cours de l'année 2021 en France? Ou est-ce qu'un Français passe au cours de sa vie plus de temps devant un écran plutôt qu'à dormir? Donc je vous laisse juste quelques secondes pour essayer d'avoir en tête votre réponse. Je vous donne la bonne réponse, c'était la dernière. Alors souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la A, alors qu'en fait, c'est bien les appareils, les terminaux, donc, qui ont le plus d'impact comparé au centre de données. Donc c'est vraiment la grande majorité, c'est les terminaux. Donc quand on achète un ordinateur ou un smartphone, c'est un impact extrêmement conséquent, donc on y reviendra juste après. Donc c'est 3 fois plus, il y a 15% de la population française qui n'a pas utilisé Internet, donc c'est quand même assez important. Donc c'est surtout des personnes, c'est favorisé par l'âge et par le niveau d'études. Et voilà, donc la bonne réponse, c'était du coup qu'on passe à peu près un tiers de notre vie donc, à dormir et un tiers de nos vies devant les écrans, donc ça comprend évidemment le temps au travail. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez saisissant et on se dit, c'est d'où la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait sur ces écrans? Est-ce que ce temps est utile et voilà, en tout cas, ça mérite de se poser la question. Donc ces 3 questions-là, elles n'étaient pas là par hasard, c'est pour vous présenter un peu les 3 piliers du numérique responsable. Donc le premier, c'est la sobriété, on en a un peu parlé. Le second, c'est l'accessibilité, donc c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse accéder de manière équitable au numérique et à ses services. Et le troisième, donc c'est l'éthique, donc là c'est plus les questions de valeur, qu'est-ce que le numérique nous apporte, etc. Donc là je vais développer un peu ces 3 piliers. Donc la sobriété numérique, il y a eu un petit couac sur la slide. Il y a 3 moyens de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas sur un cours de numérique responsable, j'ai pas le temps, mais je vous donne quelques idées. Donc ce qui a le plus d'impact, en premier lieu, là si en sortant de la salle déjà vous essayez de retenir ça, c'est déjà très bien, mais c'est d'acheter moins d'appareils neufs, que ce soit individuellement ou pour une organisation. Donc comment on fait? Donc c'est la règle des 4 R qui est assez classique. C'est on refuse, on essaye de vraiment se poser la question des besoins, on n'achète pas systématiquement. On essaie de mutualiser au possible, donc on réduit aussi au maximum, donc même la taille des écrans. Si on doit acheter une télé, peut-être c'est pas la peine d'acheter une grande télé, ou peut-être qu'on peut acheter un projecteur, ça sera plus écologique. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent, notamment en entreprise. Ça peut être ce qu'on appelle le Beyond Bring Your Own Device. Ça veut dire par exemple que les gens utilisent leur ordinateur personnel au travail, ou au contraire ils peuvent utiliser leur ordinateur de travail chez eux, ce qui fait que ça évite de doubler le nombre d'ordinateurs. Réutiliser, donc là on parle de reconditionner, donc certainement c'est devenu assez populaire maintenant, mais on peut acheter reconditionné, donc c'est des appareils qui sont en fin d'usage pour quelqu'un et qui sont réparés, qui sont garantis et qu'on peut réutiliser. Donc ça évite d'acheter du neuf.
et recyclé. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire en dernière parce que c'est finalement très peu recyclable aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent évidemment sur ces questions, mais c'est un vrai challenge aujourd'hui. Donc c'est absolument pas une solution miracle. Donc ça, c'était pour la partie matérielle. Et ensuite, si on parle un peu plus du coup de nos usages, quelque chose d'assez simple, c'est de réduire au maximum la consommation de vidéos, parce que c'est aujourd'hui 80% de la bande passante. Donc ça va être au moins dégrader la qualité de la vidéo quand on n'a pas besoin d'une qualité incroyable, plutôt privilégier un podcast plutôt que de regarder une vidéo si on regarde pas vraiment l'image. Et en tout cas, voilà, c'est avoir en tête ce phénomène de la vidéo. Utiliser un réseau Wi-Fi aussi plutôt qu'un réseau 4G ou 5G, c'est assez, ça permet de faire des grosses améliorations sur la bande passante. Et enfin, donc alléger les logiciels. Donc là, je parle surtout, par exemple, à ceux qui vont travailler dans des organisations pour produire du numérique, des services numériques. C'est très important de réfléchir à éco-concevoir nos outils. Donc il y a la règle des 3 U qui est vraiment très simple et qui paraît être du bon sens, mais finalement, donc les 3 U, c'est avoir des fonctionnalités qui sont utiles, donc se reposer vraiment la question du besoin, utilisables, donc qui soient bien designées, et utilisées, donc c'est bien vérifier que même si on a eu l'impression que c'était utile, en fait parfois une fonctionnalité elle est ignorée par les utilisateurs, donc autant la supprimer et faire des économies au passage. Et donc pour ça, si vous voulez jeter un œil au RGESN, donc c'est un référentiel d'éco-conception des services numériques et qui est une très bonne base pour approfondir ce sujet-là. Si jamais vous avez envie d'approfondir, je vous invite à y aller. Il y a bien d'autres sources d'informations, mais c'est un bon début. Donc là, je vous ai remis rapidement, comme on est dans une école d'ingénieurs et qu'il y en a parmi vous qui travaillent sur ces sujets-là, donc tous les métiers sont concernés en fait pour alléger les logiciels. Donc la règle des 3 U, je vous la donnais, ça peut s'appliquer au service, ça peut s'appliquer à la donnée, essayer de seulement stocker des données utiles, etc. Donc je vous donne un exemple très rapide, mais c'est par exemple Wikipédia. C'est un excellent exemple de site éco-conçu, extrêmement sobre, et qui questionne, qui va à la base, c'est-à-dire qu'on a de l'information, quelques images et des liens, et c'est tout. Donc ça permet qu'en fait, c'est l'équivalent, la version française de Wikipédia, c'est 13 gigas, si on devait la télécharger, donc c'est l'équivalent de 3 films, on va dire 3-4 films en bonne qualité. Donc c'est quand même assez dense. Donc on a parlé de sobriété numérique, maintenant je vais parler d'éthique. Donc l'éthique, c'est mettre le numérique au service des humains. Donc c'est-à-dire que la sobriété, ça suffit pas, parce que si on fait de la sobriété mais qu'on se pose pas la question de pourquoi on le fait, c'est-à-dire que c'est comme si on éco-concevait un site pour vendre des armes ou un site pour vendre des bébés, c'est pas forcément la solution. La question, c'est aussi fondamentalement qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps passé sur Internet, quels services on utilise et du coup quels services les organisations créent. Donc il y a des personnes qui s'intéressent, qui essaient de proposer des alternatives notamment aux plus grandes plateformes qu'on connaît, les GAFAM, mais il y en a d'autres. Donc ils proposent notamment des logiciels libres et qui essayent du coup de sortir des modèles économiques comme l'économie de l'attention. Donc l'économie de l'attention, c'est le fait d'avoir un service qui est gratuit, mais c'est notre temps qu'on va leur donner en regardant des publicités. Et ce qui fait que c'est un modèle qui va nous pousser à la consommation parce que leur objectif, c'est de nous faire revenir le plus souvent et passer un maximum de temps sur leurs applis pour gagner de l'argent. Donc l'éthique, c'est aussi respecter les utilisateurs. Donc ça va être notamment lutter contre les designs persuasifs ou dark patterns qui sont utilisés au service de l'économie de l'attention, justement. Donc ça va être mettre en place des designs éthiques qui respectent les choix des utilisateurs. C'est aussi sur les questions des données personnelles. Donc là, il y a des lois aussi qui essayent d'encadrer ça, mais ça peut être fait dès la conception. Et après, il y a aussi la question, voilà, on est de plus en plus, les enfants sont parfois de plus en plus exposés. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis une image d'un enfant, d'un tout petit devant un écran. Voilà, ça pose des questions sur leur développement, etc. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a besoin de sensibiliser les gens à ces sujets.
Le troisième pilier, c'est l'accessibilité. C'est comment faire en sorte que tout le monde ait accès au numérique, peu importe ses connaissances et ses capacités physiques. Donc il y a la question d'adapter les services pour des personnes qui ont des handicaps, sachant qu'on est tous concernés par le handicap. On peut tous un jour se casser un bras, ou il y a même ce qu'on appelle le handicap situationnel. C'est si on est en voiture qu'on veut changer de musique sur notre application. Maintenant ils ont mis des choses en place pour qu'on ait juste 2 gros boutons, donc ils ont adapté les choses, mais en fait on se retrouve sur le moment un peu handicapé parce qu'on n'a pas la capacité d'attention ou la capacité de bouger comme on veut. Donc pour ça il y a le RGAA, le référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. Donc je vous invite, si vous n'en avez jamais entendu parler, d'aller jeter un œil. Ça te donne plein de conseils sur comment créer un service numérique accessible. Et donc tout à l'heure je vous parlais du chiffre de 15%, donc c'est la fracture numérique, c'est le nombre de personnes qui n'ont soit pas d'appareil pour pouvoir accéder à Internet, soit ils n'ont pas de box, soit ils n'ont pas de smartphone ou d'ordi, ou soit ils ne savent pas les utiliser. Donc pour ça il y a des associations qui font de la formation, de la sensibilisation, qui aident ou qui récupèrent du matériel pour pouvoir le donner gratuitement. Donc, si on conclut sur le numérique responsable, l'idée c'est d'avoir un numérique inclusif au service de l'humanité et des enjeux écologiques. Donc, c'est les 3 piliers dont je vous ai parlé. Et tout le monde a intérêt à y participer parce qu'en fait, au-delà du fait que ça serve à tout le monde, ça permet de faire des produits plus simples, plus performants. Ça permet d'innover sous la contrainte, c'est un très bon vecteur d'innovation. Et ça permet d'être plus résilient, et on va en reparler juste après. J'accélère parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et pour l'organisation, ça permet du coup de faire des économies, d'anticiper des législations qui vont être de plus en plus présentes, et aussi de valoriser sa marque, l'employeur, auprès des clients, et puis de favoriser le recrutement de jeunes qui s'intéressent à ces sujets. Et du coup, donc là, on va prendre quelques minutes pour le numérique de demain avant de conclure. Parce qu'en fait, tous ces efforts-là, notamment la sobriété, en fait, donc c'est toujours le même rapport de l'ADEME. Même en faisant beaucoup d'efforts, ils ont vu qu'on tombait à moins 16%, au lieu de moins. On devrait diviser par 2 notre consommation, mais on se retrouve qu'à moins 16%. Donc finalement, on est peut-être devant un vrai sujet, un vrai souci, et on va peut-être devoir prioriser en fait nos usages du numérique. Parce qu'en fait, c'est un enjeu politique, géopolitique. Donc là, je vous ai mis une carte, ça représente un peu l'extraction de métaux qui sont utilisés pour le numérique. Il y a aussi la question des semi-conducteurs qui sont produits en Asie, aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'on est vachement dépendant pour pouvoir avoir nos produits de plein d'autres pays. Et en fait, en interne, par exemple en France, si demain on nous coupe l'accès à certains, et ça on a vu un petit peu avec le Covid, ça peut vite poser problème. Donc, en termes d'indépendance, si tous nos systèmes ont besoin du numérique pour fonctionner, on peut se retrouver devant des vrais soucis d'indépendance et de résilience face à des risques de rupture. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va falloir renoncer au numérique, notamment peut-être et comment le faire en fait, à quoi on renoncerait, pourquoi, quand et comment. Donc c'est vraiment des choix difficiles, on n'a pas l'habitude de se poser ces questions-là, mais il y a d'autres domaines aussi où ce genre de questions peuvent se poser. Par exemple les stations de ski qui doivent repenser complètement leur modèle parce qu'il y aura bientôt plus de neige. Donc il y a des chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là, et du coup il y a plusieurs façons de l'aborder. Et notamment on pourrait se dire, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir du numérique pour des besoins essentiels comme la gestion de nos flux d'eau potable ou d'agriculture 4.0? Parce que si demain on n'a plus les moyens de les maintenir, on se retrouve avec de vrais gros problèmes. Et également, peut-être que ça peut être facile de retirer quand le numérique ne nous semble pas ultra utile pour des besoins un peu superficiels. Peut-être qu'on peut éviter de mettre du numérique pour le rediriger vers des choses plus utiles. Et donc, ces choix-là, ils sont difficiles. Donc peut-être qu'il va falloir organiser des conventions locales ou nationales pour pouvoir réussir à choisir de manière démocratique et qu'on ne subisse pas ces choses-là, et de le faire en anticipation. Sinon, quand on n'anticipe pas, on peut se retrouver avec des gros problèmes quand c'est dans l'urgence. Moins de numérique pour une société plus épanouie. Donc au-delà du fait que c'est un enjeu géopolitique de résilience,
Ça peut être aussi un très bon facteur pour améliorer la santé collective. Du coup, ma collègue était venue vous en parler. Mais le numérique, ça participe à l'accélération du temps et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit tous. Les choses vont de plus en plus vite et au sein même d'une même génération, ça évolue constamment et c'est quelque chose qui génère du stress. Et donc, moins numérique, ça pourrait permettre aussi d'apaiser un petit peu la société. Et aussi de nous recentrer sur des choses peut-être plus essentielles comme le lien social, le lien avec le vivant, avec la nature. Et ça participe voilà, à l'épanouissement collectif de la société, si c'est bien fait. Donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que en fait, on devait passer d'une société de la performance à une société qui irait plutôt vers la robustesse. Donc la question de résilience, robustesse. Donc on est parti du numérique actuel qui est plutôt au service de la performance économique, qui malheureusement exploite les humains et qui détruit notre écosystème dont on est tous dépendants. Le numérique responsable, c'est en fait la redirection vers un numérique qui serait au service de l'humanité et des écosystèmes, mais on se rend compte que potentiellement ça ne suffira pas, même si c'est déjà un excellent début, et que peut-être du coup le numérique de demain, en tout cas, il y aurait moins de numérique dans nos vies. Et donc là, il va falloir se poser pas mal de questions. Mais ça permettrait d'avoir un monde plus robuste et qu'on se déconnecte un petit peu des écrans pour se reconnecter entre nous et avec le vivant. Et faire face à un monde incertain. Et je termine là-dessus, après on pourra échanger. Je vous ai mis deux images qui viennent de deux ouvrages différents. Donc ça pose en fait cette question, c'est la question aussi qu'on se pose pour un choix de société et de futur pour l'humanité. En fait, est-ce qu'on veut aller plutôt vers l'homme-dieu, l'homo deus, l'homme-dieu? Donc on est sur de l'ultra-maîtrise de l'environnement. C'est les questions de transhumanisme, c'est se dire, voilà, avec l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, on va pouvoir contrôler les choses sauf qu'il y a quand même la question des ressources. Où est-ce qu'on ira chercher nos ressources pour créer tout ça? Est-ce que tout le monde aura accès? Ça va poser des questions d'égalité aussi entre les gens. Donc voilà, c'est très risqué. Ou est-ce qu'on fait un choix d'aller vers le Homo biosphéris, donc l'homme qui prend soin de la biosphère? Et donc c'est la question de se reconnecter au vivant et d'un monde plus lent, mais où on prend tout soin de cette planète qu'on a vachement fragilisée. Et voilà, je vous remercie. Je termine sur une citation que je trouve assez intéressante parce que je sais que le tableau était peut-être un peu négatif, mais c'est pour finir sur une note très positive, c'est qu'il y a Jason Hickel qui est un anthropologue qui a cette phrase ce que nous devons faire pour survivre est aussi ce que nous devons faire pour vivre heureux. Et voilà, je crois pas mal en cette perception des choses. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Donc ceux dans la salle qui veulent interagir, donc vous posez vos questions en levant la main. Et ceux qui nous regardent via le live, alors attendez, voilà, vous envoyez vos questions à causerie@saisie.fr. Donc levez bien la main. Il y a une question par ici. Oui, j'avais une question quand vous avez parlé d'économie circulaire, reconditionnement, recyclage. Il y a un point quand même important qui me paraît de souligner, c'est qu'il y a une course effrénée à la performance du numérique qui font que les logiciels évoluent à une cadence extrêmement rapide, ce qui fait que certains nombres d'appareils, de terminaux en particulier, au bout de quelques années, ne sont plus utilisables, et qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un peu programmé par le système, et que si on ne travaille pas là-dessus, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. Oui, tout à fait. On appelle ça l'obsolescence logicielle qui en fait nous empêche de faire des mises à jour à un moment donné sur notre téléphone qui marchent correctement, mais on est obligé pour une application bancaire par exemple ou des choses essentielles de changer de matériel. Donc c'est un vrai sujet et d'où la question de l'éco-conception. Et il y a des réglementations qui commencent à arriver, mais c'est trop peu par rapport au phénomène. Mais c'est effectivement un enjeu et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps là aujourd'hui de trop développer, mais je vous invite à regarder le RGESN, du coup le référentiel d'éco-conception des services numériques qui propose plein de solutions pour
dégonfler un peu la taille de nos logiciels qui ont pu en fait exploser par rapport à la question, comment dire, l'amélioration technique permet qu'en fait on est un peu dans un état d'ébriété numérique et on a zéro limite. En tout cas, on n'en avait pas. Là, on commence à comprendre qu'il y en a. Si on continue comme ça, voilà, je vous ai montré les courbes, la croissance va être insoutenable. Donc ça passe par le logiciel qui aura un impact. Si on réduit les logiciels, forcément, on pourra plus facilement réduire l'achat de nouveaux matériels. C'est tout à fait lié. Merci. On a des questions via le live. Donc, une question sur, peut-être préciser, vous parliez des 15% de Français n'ayant pas utilisé Internet en 2021. Vous pouvez préciser, est-ce que c'est les gens qui n'ont pas utilisé de leur propre chef? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas accès ou c'est des gens qui ont accès mais qui n'ont décidé de ne pas utiliser? Ouais. Alors dans les 15%, il y a 10%, c'est un manque d'équipement. Donc c'est ce qu'on appelle, pardon, il n'y a pas de nom en tout cas que je connaisse, mais c'est un manque d'équipement. Donc ça peut être dû à deux phénomènes. Donc je finis. 10% le manque d'équipement et 5% c'est l'électronisme, c'est le fait de ne pas savoir utiliser les services auxquels on peut accéder. La plupart, en majorité, ça reste des personnes âgées. Qui, voilà, comme on parlait de l'accélération, les choses vont tellement vite qu'à un moment donné, on n'a pas forcément l'envie ou l'énergie pour se mettre à jour sur ces nouvelles technologies. Et il y a aussi la question donc pour l'électronisme d'éducation. Donc les personnes qui ont un niveau d'éducation plus faible sont plus susceptibles à ne pas savoir utiliser les services. Et après, le manque d'équipement, il est plus lié aussi à des questions économiques. C'est pour ça qu'il y a des associations comme Emmaüs Connect par exemple et d'autres qui s'occupent de récupérer du matériel pour l'offrir à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un smartphone ou un ordinateur pour chez eux. Une deuxième question, plus sur le poids des transactions bancaires et tout particulièrement boursières dans l'ensemble. Comment réduire ce genre de pratiques? Est-ce que vous avez une idée, hein, ça paraît assez précis comme question, mais... Ouais, pour le coup, je suis pas un expert. Après, effectivement, la question, c'était sur l'impact écologique des transactions financières. Quel est le poids sur l'utilisation du numérique, de tout ce qui est bancaire et bourse dans l'utilisation numérique? Est-ce que ça a un vrai poids? Est-ce que, voilà. Ça, honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai pas de chiffres là-dessus à partager, désolé. Une dernière question sur le poids actuel qui est prévu à 20 ans de l'intelligence artificielle. Vous parliez donc du déploiement de l'intelligence artificielle. C'est une vraie question également sur le poids numérique que cela peut engendrer. Tout à fait. C'est vrai que là, la présentation, j'avais pas le temps de tout développer, mais j'en ai parlé très rapidement. L'intelligence artificielle, l'émergence est assez récente, mais extrêmement rapide, et ça pose des questions au-delà du coup de l'impact écologique. Effectivement, les prévisions, j'ai pas de chiffres précis à vous partager aujourd'hui, parce qu'en plus même, c'est encore très récent, donc il y a peu de données disponibles, mais ça va participer à cette accélération. Et donc si on la contraint pas, si on fait de l'intelligence artificielle sans modération pour tout et n'importe quoi, on va se heurter encore plus vite au problème de capacité d'accès aux ressources. Et c'est évidemment un sujet extrêmement préoccupant et auquel il faut pouvoir réfléchir collectivement, d'où les questions de créer des conventions citoyennes pour informer les gens, qui est en tout cas des moyens démocratiques de choisir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et l'intelligence artificielle aussi pose du coup des questions éthiques très importantes. C'est vrai que là c'est encore une autre dimension, mais qui est extrêmement préoccupante aussi, sur notamment à quel point les humains, à quel point la technologie est au service des humains, ou à quel point on se retrouve à parfois être au service de la machine, etc. Et l'intelligence artificielle va secouer énormément de métiers et la société au global si elle s'immisce partout. Donc là, il y a une vraie question, il y a de vraies questions philosophiques et des choix de société. Peut-être une dernière question sur la France dans tout ça, les réflexions purement françaises. On se trouve où par rapport à cette réflexion, au niveau Europe ou au niveau monde? Effectivement, donc en France, on est a priori extrêmement précurseur sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une note très positive pour nous, et c'est certainement quelque chose qu'il faudrait qu'on exploite encore plus pour après éventuellement
évangéliser dans le monde entier et leur donner des clés et peut-être faire du coup créer plein de services qu'on pourrait exporter. Mais oui, la France est vraiment en avance sur ces sujets-là. Mais ça reste un sujet très récent, même en France et en Europe. Et du coup, si on parle plus de l'Europe, l'avantage, c'est que ça permet de créer des cadres. On a sur les questions éthiques la loi RGPD dont on a tous entendu parler, mais sur les lois d'éco-conception aussi, on a des choses qui vont arriver beaucoup plus fortement que dans des pays comme aux États-Unis ou dans d'autres. Plein de sujets sur lesquels nos apprenants en particulier pourront se donner à gorge joie de travailler et des opportunités de métier. Et puis donc des compétences à acquérir dans ces nouvelles thématiques d'actualité. Merci à tous, merci encore. On peut remercier donc l'intervenant du jour. Merci à tous. Merci Pierre-Antoine, hyper enrichissant comme d'habitude. Merci à vous qui nous avez regardés à travers le live. Je vous conseille de retrouver toutes nos thématiques sur la chaîne YouTube, comme je vous le disais, les 4 dernières saisons. Et puis la semaine prochaine, je vous invite à nous retrouver. Alors toujours sur des thématiques transverses qui peuvent nous préoccuper. La réutilisation des eaux traitées en France. Donc là, on a quelqu'un du SIAP qui va venir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine à mardi 14h. Bon après-midi à tous et bonne semaine. Au revoir.